C'est le gros dossier de la semaine, c'est le sujet qu'on n'a pas abordé dans l'excellent débrief du Grand Prix de Chine que je vous invite à voir ou revoir si jamais ça n'a pas été le cas. On va parler de Red Bull, on va parler du cas Liam Lawson, on va parler de ce qui pourrait se tramer dans les heures, dans les jours à venir concernant le deuxième baquet Red Bull qui est un peu une sorte de marronnier depuis le début qu'on a commencé cette émission. Bonjour Hamza Armani, comment vas-tu ? Bonjour à tous. Oui. Non, en fait, je suis en train de réfléchir le nombre de fois qu'on a dû faire ce débat. Ah mais c'est un classique, hein. C'est un classique. Une fois par saison minimum. Ouais, bah dès le... Bah, Pas aussi vite, non, pas c'est après vrai. la deuxième course, mais... Bah, rappelle-toi que la première saison des Pistonnets c'est 2019 et qu'on rentre dans le vif d'entrée de jeu avec le cas Pierre Gasly. Je Hein. me souviens, en 2020, je suis pas là pour un débat. Y a-t-il un pilote dans Oui, la numéro 2 La numéro 2, ouais. Je me souviens d'une célèbre phrase de Pierre-Olivier Valette qu'on ne répétera Oui. pas. Concernant Bon, la maman d'un elle- haut dignitaire de... Non, il n'y avait pas de maman. C'était un. Ah oui, non, oui, c'était... Oui, pardon. C'était Non, un c'était vat. plus une pratique... C'était ouais. un vat. Ouais. Dans la C'était gamme plus une des. pratique. Monsieur Brice Germain avec nous aujourd'hui. Je ne t'avais pas présenté mon Brice. Ça va la forme ? Ouais. Bizarrement, je trouve que tu l'as dit, on le fait tout le temps. Et pour autant, il est jamais le même quand même. C'est vrai. Là, tu vois, C'est vrai. y a-t-il un pilote dans la numéro 2 ? J'ai envie de dire, y a-t-il une voiture pour le pilote numéro 2 C'est surtout ça. Je t'en suis plus là, moi. Exactement. Et j'ai hâte qu'on en parle. Parce que, ça commence à suffire. Regardez comment on va disséquer ce cas, les gars, avec le petit Ça sommaire. suffit. Le petit sommaire. Liam Lawson, l'erreur de casting. Est-il l'homme de la situation ? Red Bull est-il un cadeau empoisonné ? Vous avez reconnu les trois larrons, Alex Albon, Sergio Perez, Pierre Gasly. Et puis... Il n'y a pas qui attend. Il y a pas, c'est vrai. C'est vrai. Et puis l'ouverture, c'est est-ce que Red Bull crame-t-elle sa filière ? Voilà, on va essayer de traiter ce sujet avec justement ces 3 points. On perd pas de temps, on rentre tout de suite dans le vif du débat avec la question autour de Liam Lawson. Est-il l'homme de la situation du côté de chez Red Bull ? On rappelle un peu les faits justement avec ce tableau. Il a terminé dernier des 2 séances de qualification qui avaient à courir du côté de la Chine. 2 départs depuis la pit lane en Grand Prix depuis le début de la saison en Australie et en Chine. 2 pistes aussi qu'il ne connaissait pas, hein. Ça fait partie des circonstances atténuantes. Une voiture trop pointue pour son pilotage, c'est un énorme point d'interrogation, mais on a déjà des réponses, notamment avec la dernière radio de Liam Lawson en Chine dans le tour de décélération, de la nervosité, de la pression, un déficit de confiance. L'annonce aussi hier sur Sky Germany de Ralf Schumacher qui affirme que Liam Lawson pourrait perdre sa place dès le Grand Prix du Japon au sein de l'écurie mère Red Bull. La réunion de crise aussi qui va être qui est organisée cette semaine du côté de chez Red Bull. D'ailleurs, ça a été précisé par Christian Horner, Max Verstappen est convié à cette réunion de crise, à moins que son enfant naisse et qu'il ne puisse pas se rendre du côté de Milton Keynes. Et donc cette info ou cette rumeur qui prend de plus en plus d'épaisseur vers un swap Tsunoda-Lawson du côté du Japon. Ça, en tout cas, un petit peu filtré sur les dernières déclarations à l'arrivée de ce Grand Prix de Chine. Les gars, Liam Lawson est-il l'homme de la situation ? Faut-il le remplacer ? Est-ce une erreur de casting ? C'est par ce bout-là qu'on va prendre en tout cas ce débat. Question compliquée, erreur de casting en tout Je cas. sais qu'on ne pourra pas y répondre. Ce que je note, c'est que Liam Lawson est le pilote le plus inexpérimenté de l'histoire de Red Bull, puisque il n'avait que 11 Grands Prix débutés au moment où il s'était engagé chez Red Bull, où il était titularisé par Red Bull. Et pas une saison complète. Ouais. Et pas une saison complète, C'est-à-dire oui, que 11 c'est du coup. 2 fois 5 Grands Prix. Enfin, une fois 5, Ouais. une fois 6. Ouais. Donc la prise de risque, je pense qu'elle était assumée, enfin j'ose espérer qu'elle était assumée à ce moment-là par Red Bull. De choisir Lawson à Yuki Tsunoda qui venait de compléter la meilleure saison de sa carrière après 4 ans en Formule 1, de choisir Liam Lawson plutôt que Daniel Ricciardo qui a montré un visage assez triste et pâle depuis son retour, de choisir Liam Lawson plutôt qu'un pilote venu de l'extérieur aussi. Maintenant, sincèrement, je ne m'attendais pas à ce qu'après 2 Grands Prix, Liam Lawson soit déjà menacé par Red Bull. Ouais, Ça, c'est vraiment un truc que je ne pouvais pas voir venir parce que ça me semble inconcevable, quand bien même les résultats sont insuffisants. Ça, c'est indéniable, on va pas se réfugier derrière une quelconque excuse. Les résultats sont insuffisants pour Liam Lawson. Mhm. Quand tu pilotes une Red Bull, Tu peux pas partir dans dernier. une F1 aussi resserrée,
Évidemment que c'est peut-être plus compliqué d'aller chercher le petit dixième supplémentaire qui va te faire passer de Q1 à Q2, etc. Mais ça reste largement insuffisant quand ton coéquipier Max Verstappen, il est deuxième, troisième du championnat du monde. Troisième du championnat du monde. Maintenant... Deuxième à 8 points de Norris. Deuxième du championnat du monde. Maintenant, en toute sincérité, je pensais que lorsque tu dirigeais une structure telle que Red Bull et que tu prenais une telle décision de casser ce que tu as pu faire par le passé, justement, avec l'expérience de Sergio Pérez pour prendre Liam Lawson, que tu allais assumer le fait de prendre justement ce pilote inexpérimenté, de lui laisser au moins les 6 mois, les traditionnels 6 mois que l'on a eu chez Red Bull. Là, 2 courses, ça me semble totalement prématuré. Tu disais, est-ce que Lawson est l'homme de la situation ? Y a-t-il une situation ? C'est ça. Y a-t-il une situation à gérer, à sauvable ? Je sais plus ce que tu disais, Hamza, pardon. Par rapport à... Oui, il pilote une Red Bull. Encore une fois, et je me pose même la question maintenant, ça veut dire quoi, piloter une Red Bull ? Une voiture qui vaut mieux que la 20e place en qualif. Je pense qu'on est au moins d'accord sur cet aspect-là, même pour la numéro 2. Ouais, et quand bien même... Alors je sais qu'il y a plein de gens qui me disent arrêtez avec ce fantasme de la voiture faite pour Max. Ah bah non, c'est pas un fantasme. Ça, Alex Albon, enfin encore une fois, et ce que disait Alex Albon. On a beaucoup de déclarations qu'on va vous livrer, c'est pas du tout un excusez-moi, fantasme. c'est pas nous, c'est Alex Albon, tu vois. Non mais c'est comme si t'achetais un je veux bien acheter un costar Gucci. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Mais s'il est pas à ta taille, il est pas à ta taille. S'il est fait pour Yao Ming, je vais avoir l'air con en fait. Enfin, je veux dire... Ça plaira à nos producteurs. Ah bah oui, toujours que tu te rêves basket, c'est pour entretenir. Parce que comme je suis pas bon, j'essaye de... Tu vois, chaque année pour me faire re-signer. Bon, maintenant que j'ai l'image en tête, j'aimerais bien voir ça du coup. Oui, pour le coup, je suis assez... Quelqu'un peut faire un montage, s'il vous plaît. Un costar Gucci fait pour Yao Ming. Sur Brice. N'essayez pas sur nous. Ça va moins mal que la combi, je pense. Non, c'est sur tout le monde. Mais c'est une certitude. Regarde le pull Hugo Boss, comme ça. La preuve que c'était pas un fantasme. Regarde cette déclaration de Liam Lawson. Il l'a fait auprès de Sky Sports à l'arrivée de la séance de qualification. Il termine dernier pour la 2e fois consécutive. Il dit c'est vraiment difficile. Honnêtement, je pense que la fenêtre de fonctionnement de la voiture est vraiment petite. C'est connu, mais honnêtement, ce n'est pas une excuse. Il faut que je surmonte ces problèmes. C'était une séance brouillonne et si nous n'avions pas eu à gérer le trafic et ce genre de choses, ça aurait pu passer. Mais pour être honnête, ça ne va pas encore assez bien pour pouvoir gérer aussi ce genre de soucis. J'aime bien la décla parce qu'il est quand même assez lucide. Il est au courant. Il est pas si fou que ça que il peut pas être au niveau de Max. À moins d'être un clone de Max. Déjà parce que Max c'est incroyable. 2 parce qu'il a pas le même pilotage que Max. Absolument pas le même style, ouais, ça c'est vrai. Et pourtant on le recrute. On va falloir penser aussi. Mais par contre, il a cette lucidité de dire quand bien même je dois pas être à 8 dixièmes. Il était à 1 seconde en qualif, il était 8 dixièmes en... Enfin, 1 seconde en qualif en Australie et 8 dixièmes en Chine. Avec un circuit plus long, on peut se dire du coup que c'est un peu mieux, tu vois. Bon. Et il a quand même décidé de dire c'est pas une excuse, je dois quand même faire mieux. Sous-entendu, être un minimum au niveau de Pérez, j'imagine. Mais moi, j'arrive pas à en vouloir. Je suis désolé, je peux pas taper sur Lawson. J'arrive pas à en vouloir à un pilote qui a 11 Grands Prix dans 2 monoplaces différentes, qui est arrivé au pied levé pour remplacer quelqu'un qui a été étalonné à Tsunoda, qui a pas été choisi pour les bonnes raisons, parce qu'on veut juste pas de Tsunoda, parce que le contrat avec Honda s'arrête et qu'on n'aime pas le comportement de Tsunoda et qu'on ne le veut pas chez Red Bull. Alors après, peut-être qu'on va le choper parce qu'il va falloir que. Mais en attendant, Lawson n'est pas le problème. Comme Gasly, Albon et Pérez n'ont jamais été le problème. Le problème, c'est de les avoir détruits, de les avoir laissés trop longtemps. Juste pour Pérez, parce que les autres ont été swappés assez vite. Ouais. Mais depuis Ricciardo, le problème est toujours le même. Et le cimetière de pilote Red Bull commence juste à continuer à grossir. Il y a en Autriche un cimetière de ces carrières brisées avec Daniel Kiat, avec Tsunoda qui ne va certainement pas continuer très longtemps, même s'il passe sur une Red Bull, on verra, c'est pas encore écrit. Pierre Gasly qui a su rebondir, mais il faut savoir rebondir. Alex Albon qui a su rebondir, et encore Alex Albon, il est sur une Williams encore, il n'est pas encore revenu dans un top niveau. Pierre Gasly, il est sur une Alpine, il n'est pas revenu non plus à un top niveau. Je veux dire, ce baquet, et on le disait l'année dernière, est un poison. Et ce qui me rend fou, c'est qu'au bout de 2 courses, on ne questionne absolument pas la stratégie globale de l'écurie. On questionne le pilote. Si Max arrive à le faire,
ça veut dire que tu dois pouvoir le faire ou que tu dois, on te demande pas d'être au niveau de max, mais à 2-3 dixièmes. Et quand il fait les tests, il est à 2-3 dixièmes de max. Dans quelles conditions il fait les tests? Il est assis. Enfin, là, la voiture, elle est mal née. On le sait. Max, il fait tout ce qu'il peut. Il termine 4e du Grand Prix. Tu le sais que normalement, avec une monoplace, Max, il est 4e du Grand Prix. L'autre, il va galérer. Déjà, quand Max, il gagnait, Perez, il faisait de 6, 7, 8e des fois. Tu le sais que cette monoplace, elle est compliquée. Et en plus, tu recrutes un pilote qui a 11 Grands Prix d'expérience et qui n'a pas du tout le même style de pilotage. À un moment donné, en fait, c'est pas le talent du pilote qu'il faut questionner. C'est la manière dont le pilote va pouvoir fitter avec ta stratégie. Et en l'occurrence, j'ai l'impression qu'ils ne font jamais ce choix-là. Et c'est ça qui est étonnant, c'est de pas prendre, enfin après il existe sans doute peut-être pas, mais un pilote en tout cas qui ait à peu près les mêmes skills ou des skills qui se rapprochent de ceux de Max Verstappen pour pouvoir construire une voiture qui puisse convenir à deux types de pilotage. En existe-t-il un? C'est ça, et quand bien même, j'en reviens à la question qu'on se posait l'année dernière, est-ce que la personne la moins méritante pour ce baquet n'était pas celle qui finalement fitait le plus, à savoir Daniel Ricciardo. Par rapport à des caractéristiques de pilotage. Par rapport à des caractéristiques de pilotage et de voiture. Par rapport à ce que tu viens de dire, et tu viens de parler de Max Verstappen, je te relance tout de suite dessus, Hamza, avec cette déclaration de Max Verstappen. C'était pour le site motorsport.com, à l'arrivée justement du Grand Prix de Chine. Max Verstappen dit « Lorsque Liam pilotait encore pour Racing Bull, il était à peu près au même niveau que Yuki. Je ne pense pas qu'il y avait une énorme différence entre eux, sinon l'équipe n'aurait pas choisi de mettre Liam. Aujourd'hui, cet écart est soudainement très important et les Racing Bulls sont soudainement très proches de moi. Cela en dit long, bien sûr. Quand je discute avec Liam, il dit que la Racing Bull est nettement plus facile à piloter que la nôtre. » Aujourd'hui, ça rejoint complètement ce que tu disais juste avant. Je ne comprends pas qu'on remette en question Liam Lawson au bout de course, même si le résultat sur Flash Résultat est absolument dramatique. Et remettre en question Red Bull. En fait, la prise de risque aujourd'hui de mettre un pilote inexpérimenté, on voit que c'est pas forcément payant. Mais si tu ne veux pas lui laisser la place parce que tu ne veux pas lui laisser le temps, je ne comprends pas du coup l'intérêt de prendre un pilote inexpérimenté de base. Alors, de source... Dans ces cas-là, pars sur un conserve Sergio Pérez, pars sur un Daniel Ricciardo ou va chercher un autre pilote d'expérience qui, malgré toutes les difficultés qu'il aura, Nico Hülkenberg, Fernando Alonso, bien sûr, toutes les difficultés qu'il aura pour être au niveau de Max Verstappen, là, j'ai l'impression que la numéro 2 aujourd'hui, quand on a vu la fin de saison de Sergio Pérez qui a été compliquée en termes de résultats purs, tu vois le début de saison de Liam Lawson qui est catastrophique en termes de résultats purs, j'ai l'impression qu'aujourd'hui la priorité c'est déjà de passer Q1. C'est vrai. C'est déjà de passer Q1, on en est là avec la Red Bull numéro 2. Donc prends un pilote d'expérience qui réussira justement parce qu'il a 200 Grands Prix, parce qu'il a 300 Grands Prix en carrière, qui réussira à limiter les dégâts, évidemment qui se mangera une salve de critiques, qui sera caricaturé Kit Kat, n'est-ce pas monsieur Brice Germain? Mais en même temps, c'est Red Bull que tu caricatures, c'est pas Perez à ce moment-là. In fine, ce que je veux dire, c'est que si tu ne veux pas laisser le temps à tes jeunes pilotes, parce qu'un jour, encore une fois, je le redis, on ne sait pas quand ça arrivera, mais Max Verstappen ne sera plus là. Et lorsque Max Verstappen ne sera plus là, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Que feras-tu? Si tu n'as personne de prêt, parce que tu n'as personne de préparé, mais là je suis peut-être en train de spoiler. Non, mais t'as raison de commencer comme ça, t'inquiète pas. On raccrochera. Si tu es en train de griller tous tes jeunes parce que tu ne les as pas préparés, parce que tu les as mis même pas forcément trop tôt, mais juste tu as décidé de t'en séparer trop vite. Et l'appât de la monoplace est tellement grand. Tu peux pas refuser ça. C'est un pacte avec le diable d'aller dans cette voiture. Et alors, je ne sais même pas si contractuellement tu peux le refuser. Est-ce que contractuellement aujourd'hui, un pilote. Non, t'es un pilote Red Bull, t'es un pilote, t'as un contrat Red Bull. Est-ce que Yuki Tsunoda, est-ce que Isaac Hadjar, s'ils sont proposés pour remplacer Liam Lawson, est-ce que contractuellement ils peuvent dire non, je veux rester chez Racing Bulls? Mais la différence, c'est qu'on a eu un long temps de Sergio Pérez, et je pense que là, avec les pilotes de la filière, il y a un swap possible en arrière. Alors, tu peux retourner chez Racing Bull. Et du coup, c'est ce qu'a sauvé Gasly, par exemple. Complètement. De retourner chez AlphaTauri à l'époque pour pouvoir faire ce qu'il a fait chez AlphaTauri et derrière retrouver sa grâce auprès du monde de la Formule 1. Parce que pas forcément chez Red Bull. Bien sûr, mais longtemps encore derrière, Pierre Gasly a eu envie de se baquer Red Bull. Et ils l'ont dit et répété, on a mis Pierre Gasly et Alex Albon trop tôt. C'est pour ça qu'on a fait le choix de Sergio Pérez.
Et derrière, on revient à ce système-là avec Liam Lawson. Yuki Tsunoda n'a pas ébloui durant 4 ans, mais il a fait quand même de très belles choses. Il a fait une saison solide. L'année dernière. Ouais. Et puis même le début de saison est très solide aussi. Et on parle même de on stat à Maître Isaac. Mais vous êtes fous. Après, il y a un emballement et il y a aussi quelque chose qu'il faut expliquer aux gens qui nous regardent aujourd'hui, c'est que bizarrement, et on va le voir dans les déclarations, les rumeurs d'un départ de Liam Lawson sont parties de Sky Germany, qui est le média auquel Helmut Marko parle le plus, même une parole assez exclusive, on va dire, pour ce média-là. Et le son de cloche du côté de Christian Horner est un petit peu plus positif, même si, bien évidemment, il concède comme tout le monde. T'as vu la... Il y a beaucoup de mésententes entre les deux. Exactement. Et j'ai l'impression, en tout cas, qu'il y a aussi une bagarre un peu politique entre les deux hommes sur le choix de Lawson. Christian Horner, qui, je crois que c'était samedi, répond à Ted Kravitz, je crois. Oui, je crois que c'était à Sky Sport. Oui, qui lui fait un bon petit pressing. Moi, c'est ça déjà la première signal, la première sonnette d'alarme, pardon, le premier signal négatif pour Liam Lawson, c'est la déclaration de Christian Horner, justement, qui disait on verra, on va prendre une décision assez rapidement, mais en gros, ça nous convient pas là, ce qui se passe. Exactement. Mais il est pushy Ted Kravitz à ce moment-là. Il dit, il lui met un vrai pressing par rapport à la situation. Vous avez viré Perez, si c'est pour faire ça, c'est pas la peine, quoi. Mais c'est son rôle. Exactement, c'est ça la question. C'est son rôle. C'est ça la question. Mais attends, pardon, Christian Horner, il peut répondre. S'il veut protéger Liam Lawson, le feu, il peut dire 10, 15, 20 phrases qui vont justement protéger. Il peut dire c'est un jeune pilote qui vient d'arriver, on a toute confiance, le fameux on a toute confiance en lui. On travaille sur la durée avec lui. Ouais, mais c'est de la com, mais il peut le dire. Il a pas toutes les mains sur ce sujet-là, Christian Horner. Il gère pas les choses seul. Mais alors il y a quand même un pilote à protéger. T'imagines, Liam Lawson, tu débutes ta course dimanche avec cette déclaration que tu as peut-être entendue de ton boss. Après, est-ce que ça montre pas encore une fois comme Horner, c'est différent. Ouais. Est-ce que ça montre pas encore une fois, comme avec Sergio Pérez, que c'est le choix de Christian Horner, Liam Lawson, et que ce n'est pas forcément le choix, par exemple, d'Helmut Marko? Juste, on va vous mettre les déclats, comme ça vous verrez un peu les différences, un peu de com. Christian Horner, c'était sur la F1 TV, qui après le Grand Prix a dit « Je pense que son problème, c'est qu'il a vécu quelques week-ends vraiment difficiles, qu'il a eu tous les médias derrière lui et que la pression monte naturellement dans ce milieu. Je suis vraiment désolé pour lui. Liam est toujours un pilote très compétent, mais nous ne le voyons tout simplement pas pour le moment. Il n'est pas capable de performer pour le moment. C'est un jeune pilote, nous devons le protéger. » Donc, tu vois, c'est vrai que ça change quand même d'éléments de langage par rapport au samedi. Par contre, Helmut Marko, il n'y est pas avec le dos de la cuillère. Sur Sky Germany encore, c'était après les qualifications, il dit « C'est décevant, mais nous devons tout analyser et nous verrons ensuite. Tout dépend de la performance. » Et il n'a pas été à la hauteur. Mais je suis désolé, quand tu débarques dans une boîte pour un poste, on ne te demande pas de réaliser 100% de tes objectifs le premier jour. Non. Et on te, en fait, tu as une phase de découverte, tu as une phase où on t'explique les process, où on t'explique ci, on t'explique ça. Je veux bien que ce soit le monde de la Formule 1, que c'est pas pareil et qu'on n'est pas évidemment dans les bureaux ou quoi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu débarques dans une voiture qui est inconduisible depuis maintenant 7 ans, 6 ans, pour tout autre pilote que Max Verstappen. Et tu t'attends... Enfin, est-ce qu'au bout de 2 courses, sur des circuits qu'il ne connaît pas, tu mets un mec à 11 courses, tu t'attends à ce qu'il fasse mieux que ce qu'il fait maintenant. Je suis désolé, mais c'est de l'ordre de l'utopie. Bien sûr. La monoplace... Enfin, c'est pas comme si c'était le premier cas, en fait. C'est Albon, Pérez, Gasly. Tous. Est-ce que c'est des pilotes qu'on est allé chercher dans un Kinder Surprise? Non. Sergio Pérez est un vainqueur de Grand Prix, Pierre Gasly est devenu un vainqueur de Grand Prix, Alex Albon a fait des merveilles avec une Williams. Ce sont d'excellents pilotes, tous les 3. Et pourtant, ils ont ruiné une partie de leur carrière chez Red Bull dans ce baquet-là. Quand tu es le board de Red Bull, 2 solutions. 1, tu changes de stratégie, quitte à ce que Max Verstappen performe un peu moins, mais que l'écurie tire dans le même sens. Chose qu'ils ne veulent pas faire. Donc, tu vas devoir attendre que Max Verstappen s'en aille pour revenir vers une stratégie comme ça. 2, tu es en pleine connaissance de cause de ta stratégie et tu ne traites pas tes pilotes comme ça au bout de la 2e course. Ça n'a aucun sens. Si tu veux mettre, comme le dit Hamza, un pilote dans cette 2e voiture, mais que tu sais très bien que cette 2e voiture, elle sera inconduisible parce qu'elle est faite pour Max, à ce moment-là, oui, prends un mec en fin de carrière, prends un mec qui a plus rien à jouer, prends un mec qui pourra t'apporter quelque chose dans son expérience et qui sait où il met les pieds. Là, tu donnes à un enfant qui rêve d'un énorme cadeau de Noël un truc
démesuré pour lui. Tu donnes un truc, un jouet dangereux pour lui, un jouet qui va, au final, peut-être terminer sa carrière. Je trouve que la stratégie du côté de chez Red Bull, elle est sur les œillères et que c'est trop facile de la part d'Horner et de Marco d'arriver et de dire « Ouais, il y a un problème avec Lawson. » Mais le problème, il n'est pas avec Lawson. Tu mets Pierre-Paul Jacques dans cette caisse, ce sera la même chose. Peut-être pas un Alonso, peut-être pas des mecs qui ont 300 Grands Prix. Parce que justement, en fait, ils ont déjà conduit tout type de monoplace. Le gars a 11 courses. Non, mais si Pérez a je ne sais combien, 300 courses environ, peut-être en Formule 1, il a galéré autant, fallait pas s'attendre à des miracles avec Lawson. Et en fait, moi, c'est ça que je trouve malhonnête, c'est que d'un côté, on met la pression sur Liam Lawson, mais en fait, j'estime que c'est dévier le débat parce que publiquement, tu préfères focaliser l'attention sur le pilote qui ne parvient pas à performer au volant d'une Red Bull plutôt que focaliser l'attention sur Red Bull. C'est ça. Et manque de qui performance. n'arrive pas à faire de cette voiture une voiture compétitive pour celui qui... Depuis le Qatar 2024, je répète cette stat, mais depuis le Qatar 2024, Red Bull a marqué 70 points. Les 70 sont marqués par Max Verstappen. On peut dire c'est incroyable, il est trop fort. C'est un problème. Après, est-ce que c'est pas un numéro d'équilibriste un peu compliqué pour Red Bull ? C'est-à-dire que le tout Verstappen peut-être est aussi une solution qui convainc Max de rester au sein du giron Red Bull pour le moment. Et si tu commences à ouvrir, est-ce que lui justement va pas ouvrir les chakras et commencer à regarder ce qui se passe ? Il ne gagne plus. Mais oui, c'est ça. Quel est l'intérêt pour lui ? Attends, c'est pas dit. Le jour où t'as une... Non, mais enfin, il ne gagne plus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, depuis un an, il n'a plus la voiture qui lui permet de dominer comme il l'a fait en 2023. Ouais, mais il a mis un... Moi, je pense qu'il remet un titre à la fin de l'année à son compteur... C'est beaucoup plus acceptable pour Verstappen ou pour Red Bull d'avoir une écrasante domination à la 2023 et d'avoir le coéquipier 20e en qualif, plutôt que d'avoir aujourd'hui une écurie dominante et, mine de rien, Verstappen, tout régulier qu'il puisse être en 2025, il va aussi devoir dépendre du manque de fiabilité de McLaren, des deux pilotes McLaren, et peut-être de Ferrari s'ils reviennent, peut-être de George Russell, Antonelli et Mercedes s'ils reviennent aussi dans la course. Là, je suis pas certain que ça ne dépende que de lui. Si aujourd'hui, sur l'ensemble de cette année 2025, il n'a pas, à aucun moment, il a la voiture meilleure possible, enfin la meilleure voiture de la grille pour aller chercher des victoires. Et si ton coéquipier il est 20e, bah ça n'a aucun intérêt parce qu'il peut pas prendre des points non plus à la concurrence. Donc là, c'est vraiment moi, Verstappen, seul contre tous. On le rappelle, l'année dernière, la phase de rétropédalage de Red Bull, c'est la seule phase où Sergio Perez performe. C'est en Azerbaïdjan. Il rétropédale, Max Verstappen, du coup, perd de sa superbe et galère en qualification. Je crois qu'il est 6e ou 5e. Et pendant ce temps-là, Sergio Perez claque meilleur temps sur meilleur temps dans les qualifs. Non, il joue le podium aussi, non ? Il joue le podium, mais il s'accroche à la fin avec... ouais, c'est ça. Il s'accroche avec Sainz 2 tours avant la fin ou 3 tours avant la fin, je crois. Mais ça prouve bien quand même que on met les compteurs au rouge d'un côté pour les mettre extrêmement au vert de l'autre. Mais on est sur une stratégie extrémiste. Mais à ce moment-là, en fait... moi, mon vrai problème, c'est de gâcher des carrières. Alors justement, ça, mon problème. On va y venir déjà sur l'aspect, ce baquet numéro 2 chez Red Bull est un cadeau empoisonné. Un cadeau empoisonné, mais on n'oublie pas cette déclaration de Liam Lawson il y a quelques mois quand il parlait du cas Sergio Perez, où il disait ce n'est pas une excuse de ne pas fitter en termes de skills de pilotage par rapport aux caractéristiques d'une voiture. Là, il le parle à Marco. Bien sûr. De dire ça. Mais bien sûr. Faut parler à Marco. Mais là, malheureusement pour lui, il le prend c'est le parfait retour de boomerang, on va le dire ainsi. Hier, Yuki Tsunoda a été interrogé à l'issue de la course et on lui dit, vous avez entendu cette rumeur, vous pourriez rentrer dans le baquet Red Bull dès le prochain Grand Prix au Japon. Yuki Tsunoda dit, moi de toute façon je suis prêt, je suis à 100% prêt et si ça peut se faire, moi je serais chaud pour faire le saut. Changement de communication aussi du côté d'Helmut Marko, toujours sur Sky Germany, toujours après les qualifications, qui dit Yuki n'est plus le même que les années précédentes, il est dans la forme de sa vie, de toute évidence il a changé de management, il a une approche différente, il est plus mature, cela a pris du temps mais il semble que cela fonctionne. Et derrière, ça a un peu irrité notre ami Liam Lawson, à qui ça a mis la pression, et qui, juste avant de monter son avion, a croisé par hasard un journaliste de TheRace.com, à qui il a dit, par rapport à la réaction du Yuki Tsunoda, il peut dire ce qu'il veut. Honnêtement, j'ai couru avec lui pendant des années en catégorie junior et je l'ai battu et je l'ai fait aussi en F1. Il peut donc dire ce qu'il veut, mais c'est évidemment extrêmement difficile. Ce n'est pas quelque chose que j'apprécie et honnêtement, je travaille aussi dur que possible.
c'est marrant parce que ce baquet numéro 2 quand même chez Red Bull, je suis sûr, on n'a pas eu d'échange avec Isaac. Moi je pense, et je pense que vous êtes d'accord parce qu'on en a parlé hors de ce plateau, c'est absolument pas dans l'intérêt d'Isaac de remonter dans cette Red Bull numéro 2 tout de suite. Mais si on lui propose, je suis persuadé qu'il fonce Isaac Adjar. Bah oui, et en comme plus, le fait Yuki Tsunoda, comme l'a fait Liam Lawson, et comme l'ont fait les prédécesseurs. On assiste à des scènes d'anthropophagie au sein de Red Bull, là où en fait quand le bateau commence à avoir des fissures, tout le monde se bouffe en interne, quoi. C'est Horner sur Marco aussi, sur Horner, Lawson sur Tsunoda, et pendant ce temps-là t'en as un qui rate son tour de SQ2 et qui du coup file l'aspi à Tsunoda. Hop, j'ai rien dit, j'ai dit que je me calmerais à la radio par rapport à la F2, tout le monde a dit oh là là, Tsunoda, Adjar, ça va être explosif à la radio. Il s'est fait emmerder par Douane toute la course. Isaac, super calme à la radio, gentiment, machin. Hop, je ne fais pas d'ombre, bouffez-vous et j'irai prendre ce baquet Red Bull un jour. Néanmoins, effectivement, j'ai pas forcément envie de le voir dedans. Et les seuls que j'ai envie de voir dedans, c'est des cas Sergio Perez. Alonso est le parfait exemple aujourd'hui. Question, il fait quoi Daniel Ricciardo là en ce moment? Il fait quoi? Je sais pas, mais est-ce que vous avez quoi? Moi je l'ai vu en Australie. En influenceur. Vouloir signer la veste de Charles Leclerc, mais concrètement il a un programme, il a quelque chose. Après vous l'avez vu, il est pas troisième pilote? Vous l'avez vu? Non, il est Iwasa, non? C'est Iwasa, le troisième pilote. Il est plus employé Red Bull, Daniel Ricciardo. Peut-être ambassadeur. Il y a une chose. Non, je pense pas parce que maintenant que tu le dis, je crois qu'il était en tenue civile. D'accord. En Australie. Il y a un truc qui a marqué quand même dans la dernière saison de Drive to Survive, c'est cette phrase où il a l'air quand même un peu rôti, l'ami. Alors, je me méfie de cette expression parce que parfois on a pris des karmas. Tu sais, dans tout l'aspect où il dit que désormais il pense davantage au risque, il est moins insouciant que par le passé, j'ai l'impression d'un pilote, en tout cas, voilà. Maintenant, c'est pas impossible qu'il refasse surface dans l'actualité si les choses ne s'arrangent pas du côté de Liam Lawson et si Tsunoda n'est pas évoqué comme une solution. Parce que les solutions, c'est quoi aujourd'hui pour Red Bull, les gars? Les réelles solutions. C'est là où on aborde un peu la question de cette filière cramée. Il y a 2 points qui sont importants. Le fait de cramer cette filière, c'est quelles sont les solutions aujourd'hui pour Red Bull pour remplacer le numéro 2 et ne pas cramer, on va dire, un futur talent de cette filière. Je vais même aller plus loin. Si Max Verstappen doit quitter la Formule 1 après 2026 ou quitter le giron Red Bull, qui est-ce que tu as aujourd'hui comme solution, on va dire, de repli au sein de ta filière qui fait partie quand même de ton ADN? Et quand tu prends les cas par le passé, et la liste est longue, Kvyat, Sainz, Gasly, je parle des gens qui sont issus de cette filière Red Bull, Albon, est-ce que... et on parle pas de ceux qui n'ont pas passé le cut, par exemple, de la F2, etc., machin. Est-ce qu'à un moment donné, Red Bull, en cramant, en faisant de certains exemples, on va dire, de pilotes carbonisés, est-ce qu'à un moment donné, ça va pas faire réfléchir aussi les jeunes pilotes qui aujourd'hui sont sollicités par le giron Red Bull quand tu vois comment ils gèrent leur talent? Non, parce que c'est le meilleur centre de formation possible. Enfin, meilleur centre de formation, c'est que chez Red Bull, qu'on le veuille ou non, c'est quand même la structure qui donne le plus de place aux jeunes, y compris en Formule 1. Tu vois, au-delà même, alors déjà t'as 4 baquets, mais au-delà même des 4 baquets, on n'hésite pas chez Red Bull à donner la chance à ceux que l'on estime méritants, talentueux et ceux pour lesquels on croit vraiment un avenir potentiel en F1. C'est aussi là où c'est le plus facile du coup de se réjecter. Mais quand t'es jeune pilote, que t'as 14 ans, que t'as le choix entre Mercedes, Ferrari, Red Bull. Moi, je n'ai pas 14 ans, je suis pas pilote, mais naturellement, quand même, je me dis, chez Red Bull, j'ai plus de chances à terme d'accéder en Formule 1. À la Formule 1, ouais, tout à fait. Et après, c'est une histoire de politique aussi. C'est-à-dire que quand tu vois ce qu'a fait Carlos Sainz, c'est de la maestria à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il est chez Toro Rosso, il est englué chez Toro Rosso, il est en face de Max Verstappen, je crois, hein, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Concrètement, il n'aura jamais les faveurs et il prend cette direction d'espèce de prêt avec Renault pour sortir du giron et s'installer en Formule 1. Aujourd'hui, le danger pour moi de ces pilotes-là, c'est de se fermer à la famille Red Bull. Parce que tu te retrouves bloqué chez Racing Bull ou exposé aux martyrs dans le deuxième baquet de la Red Bull. Et quelque part, la seule position enviable, c'est justement de performer chez Racing Bull et d'essayer d'aller voir ailleurs. Le problème, c'est que tu connais pas la nature des contrats, tu connais pas la nature de la sécurisation des contrats, et je pense que là-dessus, ils sont assez forts, parce que l'envie de Red Bull là-dedans, c'est de pouvoir faire ce qu'ils veulent, et d'avoir un vivier où ils piochent, et ils font ce qu'ils veulent comme ça. Si jamais les pilotes leur font une piastrie, je pense qu'ils l'auront très mauvaise, et je pense que le cas Sainz, ils l'ont mauvaise, parce qu'au final, ils ont quand même failli le rappeler, tu vois. Et... Non, moi, je pense pas qu'il l'ait mauvaise. Je pense pas qu'il est mauvais. Il comptait pas dessus. Parce que il comptait pas dessus en fait.
Il comptait pas dessus. Ouais, à l'époque, avec Verstappen, paraît-il, les relations qu'il perd Isaac. étaient un petit peu tendues. Donc, ils l'ont laissé partir quand même avec une certaine facilité chez Renault en cours de saison, si je dis pas de bêtises. Ouais. C'est Michael place Hartley. Oui, c'est quand Brendan Hartley arrive. Kiat Ouais. qui passe. Non, Ah oui, non, c'est ça. Non, je crois que c'est ça. T'as raison. Non, c'est avant Kiat. Ouais. C'est après la Chine, il y a le raison. swap C'est ça. Verstappen en 2007. Donc, non, Carlos Sainz, moi je suis et la preuve, il n'a jamais manifestement été considéré pour le baquer chez Red Bull cette saison. Ah, mais il y a une autre Avec affaire. les inimitiés, avec le clan Verstappen, Ouais. ou en tout cas, c'est ce qui avait été dit à l'époque. Mais oui, en fait, je suis de l'avis d'Hamza, elle perd pas de l'attrait, mais elle t'emmène dans une spirale quand même où t'arrives chez. Je trouve que le meilleur choix qu'ils aient fait à l'époque, mais qui a été très vite balayé, c'est d'arrêter de faire de Racing Bull une junior team. Mhm. Et avec ce projet de garder Gasly longtemps et d'en faire un C'est ce qu'ils leader font un d'équipe. peu avec Tsunoda, par exemple, aujourd'hui. Même si Tsunoda Mais n'a. on sait que ses jours sont comptés. Oui, complètement, ses jours sont comptés, mais pas de la même manière que Gasly, les portes de Red Bull de l'écurie mère étaient fermées après l'épisode 2019. Oui, mais si tu comptes en faire non plus une écurie fille, mais une écurie sœur, Mhm. qui te dit qu'on n'allouera pas les moyens pour que cette équipe, à un moment donné, joue le haut de tableau? Si tu reviens dans une stratégie d'écurie fille, comme c'est le cas maintenant, évidemment que les pilotes ne voudront pas rester longtemps là et que la porte la plus facile à essayer d'entrouvrir, c'est celle du baquet Red Bull. Sauf que tant que Max Verstappen sera là, je vois pas comment c'est possible, avec n'importe quel pilote, hein, je vois pas comment c'est possible que ça marche. Et quand bien même que ça marche, ça signifie pour moi être 4 dixièmes derrière Max. Hein. On parle pas de jouer jeu égal. Hein. Et je parle pas que du fait que la voiture fit avec Max Verstappen, et pas que le talent de Max Verstappen, c'est tout l'ensemble qui fait que l'environnement est un poison. Quand tu vois à quel point l'écurie, en termes de réflexion, de pensée, d'écoute, n'est pas centrée sur le deuxième pilote, quand tu vois ce qu'on peut faire sur les pièces qu'il y a, s'il n'y a qu'une seule pièce et qu'on décide de la prendre, au final, il n'y a pas que dans le pilotage, il y a aussi mentalement que tu es très esselé dans cette écurie quand tu es en deuxième baquet. Donc, le statut d'écurie fille ramène cette volonté d'aller chercher ce baquet-là, mais elle te pousse au bord de la falaise. Donc, encore une fois, si jamais ils appellent Isaac, magnifique pour Isaac. Sure. Mais c'est une bombe à retardement que tu as dans les mains et il faut savoir la gérer. Et je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde qui sache la gérer. Au final, dans les bouquins, je pense qu'on se rappellera de Sergio Pérez comme celui qui a tenu. Mais ça change. En fait, il y en a un qui doit sourire aujourd'hui, c'est Sergio Pérez. Chez Hamza, tu l'as pas mal défendu l'année dernière, avec des arguments qui se tiennent, et on le voit encore une fois aujourd'hui avec tout ce qu'on vient de dire sur Liam Lawson. Mais est-ce que cette affaire ne peut pas réhabiliter un petit peu l'héritage de Sergio Pérez, ou en tout cas le passage, et ou la fin d'aventure de Sergio Pérez avec Red Bull? Pour moi, c'est même pas forcément important. C'est juste que, encore une fois, j'avais raison. Non, C'est pour ça que je te lançais. mais, Hein. là, tu vois, j'entends ce que dit Brice. Quand tu dis quelque chose de normal, entre guillemets, d'acceptable, c'est un pilote qui est à 4 dixièmes. En fait, c'est 80% du parcours de Pérez chez Red Bull. Sauf qu'avec Tu le vois, resserrement de la sauf que- hiérarchie, c'est 15 places. C'est ça, exactement. Exactement. Et en fait, il fallait juste avoir la lucidité de le comprendre à l'époque que 4 dixièmes en 2022, c'est pas 4 dixièmes en 2024. Et c'est encore moins 4 dixièmes en 2025. Mais Voilà. Et aujourd'hui, 4 dixièmes, alors faudrait voir la Tu grille de recules qualif en encore un peu Q1. plus dans la hiérarchie Mais pour bien le coup. sûr, Hein. mais bien sûr. Et aujourd'hui, que Cette ce soit année. Liam Lawson ou un autre, 4 dixièmes, c'est être 3e pour Verstappen, être 18e pour le pilote numéro 2. qu'on se trompe pas, hein. Je suis pas en train de réhabiliter Pérez dans le sens où Non, mais c'était très drôle. drôle. On l'a dit l'année dernière. C'était hein. très drôle d'en rire, mais pas de Pérez, de ce que Red Bull Ouais, fait de Pérez. Au final, mentalement, il a été détruit Ouais. et il a tenu longtemps et il est revenu par vague. 4 ans. Ouais, 4 ans. Ouais. 2021, 2020. 22, 23, 24. 21, ouais, ouais, c'est t'as ça, raison, ouais. 4 saisons. Mm. Il a tenu longtemps, mais au final, ils ont détruit le gars, basta cosy. Et si jamais il revient avec Cadillac, tant mieux, tu vois. Mais c'est surtout la stratégie de Red Bull où on rigole de Kit Kat, tu vois. C'est pas Pérez. Bien sûr. C'est simplement que La stratégie de la Formule 1 de aussi. toute hein. façon, ce deuxième baquet, concrètement, c'est pour nous ramener des sponsors. Il va rien en faire sportivement. Donc, faisons entrer KitKat, mettons Sergio Pérez. Il sera content au Mexique. On vendra du merch là-bas. On vendra des canettes là-bas. Au Texas, c'est pareil. C'est très bien. On a fait notre bis pendant 4 ans. On a montré aux actionnaires que on a ramené du pognon.
c'est Et tout. les titres. Et maintenant, avec Lawson, quand t'as plus ça, en fait, ça devient très facile de parler mal de lui. Ça devient très facile d'essayer de le virer au bout de 2 courses, sans jamais remettre en question la strat initiale. Non mais ça c'est vrai, et on l'a dit un petit peu plus tôt dans ce débat, mais les gars, il y a quand même une question qui se pose aujourd'hui sur l'état mental de Liam Lawson. Vous avez entendu comme moi cette radio dans le tour de décélération, vous avez vu son body language tout au long de langage corporel, pardon, excusez-moi, parce qu'on va se faire reprendre sur les anglicismes, et à juste titre, bravo. Mais on a beaucoup parlé, dans quel état mental est aujourd'hui Liam Lawson? Est-ce qu'il peut, alors je sais que vous n'avez pas de boule de cristal, mais est-ce qu'il peut remonter la pente? Et aujourd'hui, quelles sont les possibilités pour Red Bull? Moi, je sais pas, à vous écouter les gars, et je rejoins complètement votre avis. J'ai l'impression que la solution, si Liam Lawson ne peut plus être l'homme de la situation, non pas pour des histoires de talent ni de qualité de pilote, mais pour des questions mentales, parce que ça pue le broyer, on va dire, ce début de saison, clairement, il faut aller chercher une solution externe. On parlait de Fernando Alonso, on parlait de Daniel Ricciardo, c'est les seules solutions aujourd'hui. Valtteri Bottas, un profil comme ça. Après, moi, je serais gêné de voir un pilote hors Ricciardo, mais encore une fois, je ne sais pas ce qu'il fait en ce moment. Hors Ricciardo, je serais gêné de ne pas voir Tsunoda parce que c'est quand même pilote qui mérite d'avoir sa chance. Qui mérite d'être broyé. Qui mérite d'avoir sa chance. Probablement que ça ne se passera pas très très bien, ou probablement que ça se passera moins bien pour lui chez Red Bull qu'aujourd'hui chez Racing Bulls. Mais mon côté quand même méritocratique veut que Tsunoda ait quand même sa chance un jour chez Red Bull. Je trouve ça fou d'aller voir un athlète qui est super fort au 100 mètres et de lui dire allez, on va te donner ta chance, tu vas aller dans le Colisée face au Lion. Tu sais, genre, allez, t'es tellement fort que vas-y, essaye d'échapper. Tu vois, enfin. Il joue son avis en Formule 1, Yuki Tsunoda, à la fin de l'année, c'est quid 3 petits points. C'est vrai que si jamais il réussit à maintenir la barre, en fait, il a tout à gagner. Oui, c'est vrai. Tu vois, parce que imagine, tu peux mettre qu'un mec. Certain. Ouais. Je suis pas certain parce que de toute façon, Honda, alors on verra la réglementation moteur si elle change, etc. Mais Honda probablement c'est terminé. Alonso, il sera pas là pour les 15 prochaines années. Il y a une place qui pourrait se libérer chez Aston Martin un jour. À ce moment-là, avec une Aston Martin plus Honda, tu te dis que potentiellement, enfin, on sait que Honda a toujours voulu placer quand même un pilote japonais. Je pense qu'à terme, sa place, en fait, à moyen terme, je suis pas sûr qu'elle soit vraiment menacée en Formule 1. Mais je me dis, par contre, ça peut pas le décrédibiliser, tu penses? Exactement. Si ça se passe mal chez Red Bull, bon bah écoute, comme les autres. Plus. Mais si ça se passe bien chez Red Bull, ah bah là, c'est ils ont peut-être le line-up pour les 2-3 prochaines années. Ouais, bien sûr. Mais enfin, encore une fois. Ça s'est souvent bien passé les premiers Grands Prix. Là, cette année, ça se passe mal direct. Parce que la Red Bull ne marche pas. En 2021, quand Sergio Perez arrive, la Red Bull marche. Ouais, mais pour reprendre un truc que tu dis souvent, en fait, Tsunoda, s'il arrive chez Red Bull, est-ce que tu vas en attendre quelque chose? Moi, non. Non. Oh non, absolument. On n'attend plus rien. On n'attendait rien de Lawson, mais justement, c'est parce qu'on est quand même déçus, alors qu'on n'attendait rien, que justement la question se pose. T'attends rien d'un mec et en plus il te déçoit. Le problème c'est que Lawson il s'est aussi mis un peu la pression en communiquant beaucoup ces derniers mois. En fait je vois pas comment, mais encore une fois on n'est pas dans la sauce interne, mais comment tu déclares autant en allant dans le baquet qui a ruiné tant de monde. Mais ça fait partie de la culture de l'entreprise aussi, tu vois. Tu sais, on en a souvent parlé un petit peu en antenne de cet aspect un peu parfois mimétisme entre Isaac Hadjar et Max Verstappen, parce que tu sais qu'il y a un exemple de réussite, il y a une manière de communiquer, une manière d'agir, et que surtout, rappelle-toi aussi des critiques de Helmut Marko et de Christian Horner à l'époque vis-à-vis de Pierre Gasly, quand ça évoquait le manque d'agressivité, le manque notamment dans les dépassements. Tu vois, j'ai l'impression aussi qu'ils sont en quelque sorte formatés par rapport au modèle Max Verstappen, et que pour rassurer, on va dire, le board de Red Bull, il faut aussi communiquer dans le même sens. Alors c'est à qui tout double, hein. C'est-à-dire que derrière, le retour de bâton fait très très mal. Mais moi j'aurais du mal à en vouloir à Liam Lawson, en tout cas d'avoir peut-être été présomptueux, en tout cas d'avoir parlé ou d'avoir affirmé une certaine force. J'en veux ni à Alex Albon, ni à Pierre Gasly, ni à Sergio Perez, ni à Liam Lawson d'être les pilotes qui sont. Et de se pointer dans une écurie qui s'en fout. Le message que j'aimerais transmettre, si je pouvais, à Christian Horner, c'est que ferait Max Verstappen s'il débarquait à côté de lui-même. En tout cas, à côté d'un pilote qu'ils avaient choisi auparavant. Mettons, je dis une bêtise. Genre Daniel Ricciardo. Non, mais attends, c'était pas le même. Imagine, ils ont cette stratégie-là avec un pilote. Lewis Hamilton, ils ont Lewis Hamilton et ils gagnent titre sur titre. Max Verstappen arrive juste après Vettel. Ils arrivent dans une ère de transition où Ricciardo n'a pas imposé un style particulier à cette monoplace. C'est pas encore marqué.
Si Max Verstappen est arrivé aujourd'hui avec du haut de son année et demie, son année et 5 Grands Prix chez Toro Rosso, et arrivait dans une monoplace qui est impossible à conduire, il serait peut-être passé à côté. Il aurait peut-être viré. Aujourd'hui, ça se trouve, t'as viré Albon, t'as viré Gasly, qui se retrouvent dans des monoplaces qui ne peuvent rien jouer. T'as viré, tu vas peut-être virer Lawson. T'as détruit Ricardo d'une certaine manière aussi, tu vois. Tu sais pas à côté de quoi tu passes. Bien sûr, complètement. Donc t'as fait ton choix, t'as pris Max Verstappen, mais tu sais pas à côté de quoi tu passes. Et en soi, t'aurais pu passer à côté de Max Verstappen si t'avais appliqué ça tout le temps. Donc à un moment donné, il va falloir revenir aux fondamentaux. Et que se passera-t-il si Max Verstappen est amené à quitter cette écurie ? On a beaucoup évoqué l'année dernière les doutes du Néerlandais sur la suite du projet, sur même la suite de son implication en Formule 1. Ça peut être une stratégie vraiment perdante pour Red Bull. Un départ de Max Verstappen laisserait des ruines quand même dans cette écurie. Hein. Parce que tu vas devoir repenser toute la philosophie. Tout. Il y a un nom qu'on n'a pas évoqué et qui est sorti hier, c'est Franco Colapinto. T'as raison. Ouais. C'est Franco Colapinto parce que, alors, indépendamment de ce qui peut se passer chez Alpine avec oui ou non le maintien de Jack Doohan, aujourd'hui Colapinto, c'est un pilote réserviste. Selon Motorsport, il y a eu notre ami Helmut Marko qui a été vu dans le motorhome Alpine dimanche. On est lundi au moment où on enregistre, donc peut-être entre lundi et mercredi. C'est déjà officiel. Peut-être. Mais voilà, Franco Colapinto fait aussi partie des noms, alors plutôt pour Racing Bulls, avec un Yuki Tsunoda qui basculerait chez Red Bull. Ça voudrait dire un Liam Lawson serait rayé de la carte après. Ça paraît là aussi, mais en fait, tu ne peux plus rien l'exclure parce que chez Red Bull, ils sont capables de tout. Tout simplement. Exactement. On rappelle quand même que si jamais Liam Lawson est encore dans la Red Bull au Japon, ça pourrait être une petite meilleure nouvelle pour lui parce qu'il connaît particulièrement bien cette piste pour avoir évolué notamment en Super Formula, qu'il ne connaissait pas les 2 premières pistes. Bon voilà, c'est pas la meilleure des excuses, mais c'est une circonstance atténuante quand même qu'il faut noter. Et le mot d'ordre, les gars, pour refermer ce débat, j'ai l'impression que ce qui ressort un petit peu de cette discussion, c'est à la différence de la vignette qu'on avait fait il y a 1 an après le Grand Prix de Chine où on avait titré sur une belle photo de Lance Stroll, virez-le. Là, on a envie de mettre une photo de Liam Lawson et dire gardez-le. Ouais, ou virer la strat. Ou changer de fusil d'épaule. Exactement. Il y a un cycle à reprendre là chez Red Bull quand même, à recommencer. Je pense qu'on est en train d'user l'ancien cycle. Et que Max Verstappen va sauver le navire, mais... Je pense que le nouveau, on est en train de le prévoir et de le créer avec Isaac. Mais... Il y a du dégât au milieu quand même. Bah oui, c'est ça le truc. C'est qu'il y a eu 6-7 ans là quand même. 8 ans peut-être même. Ouais, de l'antagonie. Où t'auras rayé quand même pas mal de mecs. Ouais, mais ces mecs-là, dans la postérité, tu t'en souviendras pas. Et dans le storytelling de Red Bull imposé, ce sera des titres de champion du monde et le meilleur pilote. Ils annonceront Max Verstappen comme le meilleur pilote de l'histoire. Et mort pour la patrie. Et en dessous, t'auras la liste de ces pilotes-là. Exactement. Voilà, en tout cas, les amis, pour ce grand débat Red Bull, j'ai dit, c'est un peu le marronnier, c'est un peu le sujet qui malheureusement revient toujours sur la table depuis le début de la création de cette émission. À voir si on va tirer des conclusions du côté de chez Red Bull et se remettre en question. On n'est personne pour donner des conseils et surtout juger du travail de Christian Horner et de Helmut Marko, mais il y a beaucoup de questions qui se posent. Il y a même une autre question qui se pose dans laquelle on n'est pas rentré, c'est quid des talents aujourd'hui qui composent la filière, notamment F4, F3 et F2. Ça, on a des noms, mais on attendra bien sûr de voir. Limbold est quand même attendu. On verra si c'est la même chose. C'est la même chose. Potentiellement, il y a une place qui pourrait se libérer l'année prochaine chez Racing Bulls, mais. Moi, j'aimerais avoir la réponse à une question, et j'imagine que c'est fin. Ont-ils réellement une chance, ces mecs-là ? En fait, cette chance existe-t-elle ? Et je ne sais pas. Je n'ai pas les données pour savoir si effectivement c'est à eux de s'adapter, effectivement c'est réellement inconduisible, etc. etc. Ont-ils réellement une chance ? Et si oui, est-ce que c'est eux qui la gâchent ou est-ce qu'on leur savonne la planche ? Et j'ai pas la réponse et j'aimerais bien l'avoir parce que ça nous donnerait quand même beaucoup d'informations sur le futur de Red Bull. L'avenir nous le dira. Vos commentaires aussi pourront peut-être enrichir cette conversation. On vous lit, les amis, à chaque fois. On répond pas toujours, mais on vous lit à chaque fois pour continuer bien sûr ce débat. Et je sais qu'il y en a certains aussi qui veulent le continuer sur les réseaux sociaux. Alors n'hésitez pas. On parle de Formule 1 tous les jours, tous les 3. Donc c'est toujours un bonheur de pouvoir échanger avec vous. N'oubliez pas aussi de vous abonner toujours First Team Sport, FT Sport. On a besoin de votre soutien. On a envie de faire monter un petit
petit peu ce nombre d'abonnés, montrer que ce projet grandit. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit, ça paye, ça coûte rien, ça ne mange pas de pain comme on dit. Et puis n'oubliez pas aussi que vous pouvez nous écouter. À défaut de nous regarder, ça se passe en podcast sur toutes les plateformes digitales. Merci Hamza. Merci Brice. Les gars, prochain rendez-vous, ce sera pour le Grand Prix du Japon dans 15 jours. Voilà, petite trêve, mais nous, ça va nous permettre de travailler les prochains sujets et projets. Avant le triple header. Ouais, bon courage. Profitez de votre week-end, les amis, parce qu'après, ça va enchaîner. Ciao.